C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Commission électorale nationale autonome a rencontré les députés de la 9e législature à Porto Novo. Objectif, échanger sur les conditions d'opérationnalisation du parrainage et clarifier la procédure de délivrance des formulaires. Plus de 200 jeunes se sont réunis le 28 juillet dernier au Palais de la Marina. À l'invitation du chef de l'État, les discussions ont principalement porté sur les enjeux majeurs du développement national et autres sujets. Eugène Azatassou, vice-président du parti LD, réagit aux propos du chef de l'État. Vous le suivez dans un instant. Et puis, hors du Bénin, le procès de l'ancien président congolais Joseph Kabila entre dans sa phase décisive, accusé de collusion avec les rebelles du M23. Les partis civils exigent des réparations colossales. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Le Palais des gouverneurs a servi de cadre ce mercredi à une séance de travail entre responsables de la Sénat et députés de la 9e législature. Il s'agit d'une rencontre au cours de laquelle Abou Souley Adam, directeur général des élections, a exposé aux élus de la nation les conditions d'opérationnalisation du parrainage et la procédure de délivrance du formulaire. Cette séance, qui s'est tenue en présence du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a permis aux députés de poser des préoccupations lesquelles ont eu droit à des réponses bien précises. Dans le cadre de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale autonome Sénat de notre pays joue un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie. Il lui revient la lourde mission d'assurer la mise en place d'un processus électoral transparent, crédible et inclusif. C'est à cet égard qu'en prélude aux prochaines élections générales de 2026, au cours desquelles la modification du code électoral évoqué ci-dessus sera appliquée pour la première fois, les membres de la Sénat se proposent d'échanger aujourd'hui avec la représentation nationale sur les conditions et modalités de mise en œuvre des parrainages. Vous allez vérifier devant la machine, l'écran de la machine, les données personnelles qu'on a déjà préchargées. Une fois que vous vérifiez et que c'est conforme, l'agent va donc confirmer et intégrer les données personnelles de l'élu dans le formulaire. Encore une fois, il va vous être demandé de vérifier s'il y a une exactitude de données personnelles. À partir du moment où c'est fait, la Sénat peut donc, de façon certaine, et parce que vous aurez confirmé plusieurs fois, imprimer le formulaire de parrainage en votre nom. Mon souci, c'est qu'il sera directement imprimé sur place avec les noms et prénoms du duo de candidats que nous allons parrainer. Est-ce que c'est bien cela ou alors est-ce que nous prenons le formulaire, nous le remplissons et que nous remettons au duo de candidats? Si quelqu'un perd son document, si on le braque, comme vous pouvez vous imaginer ce qui va arriver. Et on lui prend ça parce qu'on cherche un élu quelque part pour empêcher quelque chose. Si on fait des choses comme ça, est-ce que le gars peut revenir chercher un duplicata? Ou s'il remplit mal, est-ce qu'il peut demander une autre fiche? Donc, c'est tous ces éléments-là que je souhaite, pour lesquels je souhaite des explications. Si je choisis un parrain X, et que demain, bon, j'ai envie de choisir le parrain Y, est-ce que je peux venir vous donner celui que j'ai donné? Il dit, bon, retournez-moi une autre fiche, je remplis. Le rôle des partis politiques dans ce processus-là, puisqu'il est dit dans notre loi que les candidats à venir sont proposés donc par les partis politiques. À quel niveau le parti politique doit intervenir? Le formulaire n'est pas rempli sur place, c'est juste le nom que vous vérifiez. C'est tout. On ne remplit pas le formulaire sur place. Oui, la duplicata de fiches, oui, nous devons le faire parce que si on vous remet votre fiche, nous devons garder une copie hein, avec les références pour la traçabilité. Si demain il y a un contentieux autour, qu'est-ce que nous aurons à la Sénat? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Hein.
Donc on le délivre en un exemplaire, mais on garde un exemplaire à la Sénat et avec le registre sur lequel vous avez déposé les signatures. L'option que la Sénat a faite, c'est de communiquer directement avec les parrains potentiels, qu'ils soient députés et ou maires. On a communiqué avec eux directement. Les questions des partis politiques vont ramener à d'autres arrangements de partis politiques. Nous ne pouvons pas nous immiscer dans ça. Du retour à Cotonou à présent, mettre fin à l'insalubrité et redonner un nouveau visage aux berges de la lagune de Cotonou, c'est l'ambition affichée par le gouvernement à travers l'opération d'assainissement et de libération de la berge Est, amorcée ce mercredi par la remise de chèques aux premiers occupants recensés. Une centaine de bénéficiaires ont reçu des chèques auprès de la commission chargée de l'opération. Qu'en est-il à présent du quartier Aboki-Kodji Lagune? Le reportage. L'opération de libération de la berge Est de la lagune de Cotonou, annoncée depuis plusieurs mois, est désormais une réalité. Voici le visage que présente ce jeudi 21 août le quartier Aboki-Kodji. L'acte est posé, mais accompagné de mesures sociales. Le gouvernement ne nous a rien fait de mal. Il nous avait promis ne pas nous laisser sans rien faire en retour. Aujourd'hui, plusieurs des nôtres sont allés au 4e arrondissement pour prendre leur chèque en guise de dédommagement. Nous remercions l'État pour ça. Il est resté fidèle à sa promesse. Nous étions sur un domaine public. Quand l'État a décidé de nous déguerpir, les élus locaux, en l'occurrence nos chefs quartiers, ont plaidé pour notre cause. À l'heure où nous parlons, nous recevons déjà nos chèques. Nous remercions le chef de l'État pour le geste. Chaque sinistré a donc reçu un chèque sur la base des critères prédéfinis de concert avec les concernés. Le chef de l'État a accepté notre doléance. La première doléance, il a accepté que d'attendre au mois de vacances pour éliminer la berge de Lagunet, puisque les parents vont... Et là, ils vont rester faire le transfert des enfants. Il a respecté ça pour nous, il a accordé ça. Secondo, j'ai demandé dédommagement, au moins pour dédommager les gens. Le chef d'État a accepté. C'est eux qui doivent à l'État, qui ne paient rien à l'État. Mais aujourd'hui, l'État voit que c'est ces enfants qui sont là. On les a donné 200 000, 200 000. Ceux qui n'ont pas de papier. Ceux qui ont des papiers de lotissement, de recasement, ils ont pris 3 millions, 3 millions. Ceux qui ont des titres foncés sont à 22 millions, plus leur bâtiment. Ça dépend de ce qu'ils ont construit sur le bâtiment. Il y a d'autres qui ont pris 35 millions, 30 millions, 28 millions. Ça dépend de ce que tu as construit sur le domaine TIEF. Là, vraiment, tout le monde est satisfait. Toutefois, les sinistrés plaident pour un aspect spécifique, leur gagne-pain. Tout ce que nous demandons à l'État est qu'il fasse quelque chose pour que nous continuions à pêcher dans la lagune malgré l'exécution du projet en cours. Car nous sommes pour la plupart des dauphins et notre activité principale est la pêche artisanale. Même si l'État nous enlève de la berge, qu'il nous trouve quelque part où nous allons accoster nos pirogues, on n'a pas d'autres activités que la pêche. Même si on nous en propose d'autres, on ne pourra pas le faire. On n'a appris qu'à pêcher, mais nous remercions quand même le chef de l'État pour le geste. L'ambiance des dauphins va diminuer un peu parce que leur job, c'est de rester à côté de l'eau. C'est d'aller à la pêche. Mais ça c'est difficile pour eux pour aller à la pêche. Je remercie le chef de l'État, les préfets, maires, tous les responsables à niveau qui ont contribué dedans. Je suis content d'eux, c'est bon. Et je demande bon vent au chef de l'État que devant moi soit comme corniche. A signaler que cette opération de libération de la berge Est de la lagune de Cotonou se poursuit. 7 quartiers sont concernés. Aboki-Kodji, Dedokpo, Pongpon, Midombo, Adogleta, Rlakomé et Agbato. Et dans le reste de l'actualité, le 28 juillet dernier, le palais de la Marina a accueilli plus de 200 jeunes venus de divers horizons à l'invitation du chef de l'État. Un dialogue direct et sans filtre s'est engagé entre le président et ces jeunes abordant des sujets cruciaux
comme le développement du pays, la gouvernance, l'éducation et les défis socio-économiques de la jeunesse. Eugène Azatassou, vice-président du Parti Les Démocrates, revient sur les propos tenus par le chef de l'État. Écoutons-le. Le président Talon a de temps en temps exposé sa vision de façon crue, de façon brutale. Je prends un exemple. Quand il rencontrait les jeunes, il a opposé le travailleur à l'entreprise. Pour lui, c'est quoi on choisit? Est-ce que c'est le développement de l'entreprise ou le bien-être du travailleur? Mais les deux ne s'opposent pas. Sans le bien-être du travailleur, l'entreprise ne se développe pas. Le capitalisme tel qu'il l'envisage a pu peut-être faire évoluer des situations des pays au début, mais le capitalisme lui-même a évolué. Le capitalisme sauvage ne développe plus. On peut avoir quelques riches, isolés, on peut avoir de la misère partout, on peut avoir quelques infrastructures, parce que c'est ça, les conséquences du développement capitaliste. On peut avoir quelques infrastructures, mais le développement à proprement parler ne se fait pas si il n'est pas fait par l'homme et pour l'homme. Je prends un autre de ces exemples. La question de la nounou, par exemple. Il a posé cette question à la jeunesse. Qu'est-ce que vous préférez? Le bien-être de votre enfant ou le bien-être de la nounou? Mais ça ne s'oppose pas. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait. Que ce soit nos femmes, nos paysans, tout le monde sait que lorsque tu as une nounou et tu dis, bon, c'est tout pour tes enfants, et elle est comme un objet, mais ça ne marchera pas. Tes enfants ne s'épanouiront pas. Elle ne va pas s'employer à faire épanouir tes enfants. Elle peut même voler des vivres que tu laisses à tes enfants si tu l'affames. Donc, les deux sont liés. Tu ne peux pas avoir des enfants bien portants, bien entretenus, si tu penses que la nounou est un objet, comme un meuble, que tu peux utiliser, jeter, parce que bon, même si elle se fâche, tu changeras l'autre. C'est ça, la précarité de l'emploi que le président Talon met en œuvre au Bénin. Non, c'est-à-dire que la vision du capitalisme que met en place le président Talon et le pouvoir de la rupture ne développe plus. Parce que c'est sans humanité, c'est sans homme. Et sans l'homme, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Si la nounou est considérée comme une chaise, une table, et si elle est bafouée, elle n'entretiendra pas bien les enfants. Tout le monde sait ça. Donc ça ne s'oppose pas. Ce n'est pas que, bon, est-ce qu'on va se développer sans... Non, on ne se développe pas quand on néglige l'humain. En interactualité au Niger, des pluies d'une intensité exceptionnelle ont provoqué des inondations meurtrières. Le dernier bilan fait état de 47 morts. Des milliers de maisons se sont effondrées, des récoltes ont été détruites et du bétail emporté. Les autorités ont déployé une aide d'urgence, mais la saison des pluies n'est pas terminée. Le reportage. Au Niger, au moins 47 personnes ont été tuées et plus de 56 000 déplacés par les inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le pays. L'annonce a été faite par les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest mercredi. Les inondations ont touché 7 754 ménages dans 339 quartiers et villages, selon la Direction générale de la protection civile. Le communiqué gouvernemental indique une trentaine de personnes décédées après l'effondrement de leur maison et 17 qui se sont noyées. Selon la même note d'information, le sinistre a fait au moins 70 blessés et causé la mort de 257 têtes de bétail. Le comité national chargé de la prévention des inondations a déclaré avoir entamé la distribution d'aide alimentaire à 3 776 familles. Les inondations sont devenues l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices au niveau mondial, l'Afrique étant confrontée à des impacts disproportionnés en raison du changement climatique qui a modifié le régime des précipitations. En 2024, de fortes pluies ont touché près de 1,5 million de Nigériens dans les 8 régions du pays.
En République démocratique du Congo, vers la fin du procès ouvert depuis juillet contre l'ex-président Joseph Kabila devant la haute cour militaire. L'homme qui a dirigé la RDC entre 2001 et début 2019 est accusé de collusion présumée avec les rebelles du M23. Les partis civils ont exigé des dizaines de milliards de dollars au titre des réparations des dommages. Suivons. Le procès de l'ancien président congolais Joseph Kabila devant la haute cour militaire touche à sa fin. Le procureur général de l'armée doit présenter son réquisitoire ce vendredi. Chef d'État de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, Joseph Kabila est jugé par contumace pour l'ensemble des crimes attribués aux rebelles de l'AFC M23 qu'il est accusé de soutenir. Les partis civils ont détaillé les conséquences des violences et exigé de lourdes réparations. Les avocats mandatés par le gouvernement ont demandé près de 25 milliards de dollars de réparations et les provinces du Sud Kivu, d'Ituri et du Nord Kivu réclament 21 milliards de dollars supplémentaires et la saisie des avoirs bancaires de l'ex-président. Les proches de Joseph Kabila ont dénoncé un procès politique. En 2018, Joseph Kabila a accepté de démissionner à la suite de manifestations et de pressions extérieures. Il était absent du pays depuis fin 2023 avant de faire son retour fin mai par l'est de la RDC, région dont une grande portion est sous le contrôle du M23. En France, 2 juges d'instruction parisiens ont ordonné ce mercredi un non-lieu concernant Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Le parquet national antiterroriste demandait sa mise en examen pour entente en vue de la commission du génocide des Tutsis en 1994. Le reportage. La justice française a prononcé un non-lieu en faveur d'Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Les juges d'instruction ont estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour l'accuser d'entente en vue du génocide des Tutsis de 1994. Selon leur ordonnance, elle apparaît davantage comme victime de l'attentat qui coûta la vie à son mari et à ses proches que comme instigatrice de crime. Cette décision met un terme, du moins provisoire, à plus de 18 années d'enquête, mais elle relance un bras de fer ancien entre les magistrats instructeurs et le parquet national antiterroriste. Ce dernier a immédiatement annoncé son intention de faire appel, arguant qu'un recours est encore en cours d'examen. Les associations de victimes et plusieurs parties civiles rappellent, elles, le rôle présumé d'Agathe Habyarimana au sein de l'Akazu, le cercle rapproché du pouvoir Hutu, accusé d'avoir orchestré le génocide, et considèrent ce non-lieu comme une profonde injustice. Alors que la mémoire du génocide, qui fit plus de 800 000 morts en 3 mois, demeure une plaie béante, cette décision illustre toute la complexité du travail judiciaire face à l'histoire et à ses blessures. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce jeudi avoir ordonné l'ouverture des négociations immédiates en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre. Cela intervient en réponse à une nouvelle proposition de trêve dans le territoire palestinien où l'armée israélienne resserre son étau en vue d'une offensive annoncée. C'est après moi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir ordonné des négociations pour la libération de tous les otages et la fin de la guerre à Gaza à des conditions acceptables pour Israël. Il a ajouté que l'armée israélienne a toujours l'intention de poursuivre ses plans pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Nous sommes en phase de prise de décision. Je me suis rendu aujourd'hui dans la division de Gaza afin d'approuver les plans que l'armée israélienne m'a présentés, ainsi qu'au ministre de la Défense, pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et vaincre le Hamas. J'apprécie grandement la présence des soldats de réserve et bien sûr de l'armée régulière pour cet objectif vital. Et j'ai donné l'ordre d'entamer immédiatement des négociations pour la libération des otages à des conditions acceptables pour Israël. C'est la première fois que Benjamin Netanyahou s'exprime publiquement sur les négociations de cessez-le-feu à Gaza depuis que le Hamas a répondu favorablement en début de semaine à la dernière proposition avancée par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.